Bonjour chers élèves, donc voilà, aujourd'hui je vous propose le corrigé de l'examen blanc numéro 6 que j'avais déposé hier sur la chaîne. Bon, ceux qui l'ont travaillé peuvent suivre avec moi la correction, ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez télécharger les données ou bien le sujet dans la description de la vidéo. Donc on va essayer de faire à travers cet examen blanc une révision générale sur le programme du premier semestre. Donc j'avais proposé cet exercice. Il manque ici un, donc un sur la conductimétrie, suivi de réaction par conductimétrie, un sur l'étude des piles, on va revoir le principe de fonctionnement des piles, un sur le comportement de deux acides, un exercice sur les ondes mécaniques sonores et lumineuses, un exercice sur le nucléaire, un exercice sur chute libre, objet lancé vers le haut, et un septième exercice sur le circuit RL, RLC. Bien, donc voilà l'exercice numéro 1, je vous rappelle l'énoncé. Donc là, il y avait une erreur hier, c'était la réaction c'est H3O+, plus F-, donc on va y suivre cette réaction par mesure de conductimétrie. Donc on va dans le volume initial de l'acide HF, le nombre de moles initial c'est 1 × 10⁻³ mol et les conductivités molaires ioniques de H3O+, et de F-. Et vous avez trois questions, c'est l'avancement final, montrer l'expression du quotient de réaction et déterminer sa valeur. Deux choses très importantes quand vous travaillez, vous faites le suivi de réaction par la mesure de la conductimétrie. La première chose, c'est faire attention aux unités. Pourquoi? Parce que la conductivité est exprimée en Siemens par mètre, alors que le nombre de moles qu'on utilise, c'est moles par litre. La concentration, pardon, souvent on travaille avec des moles par litre. Donc faites très attention à ça. Deuxième point, c'est tout simplement être capable d'exprimer la grandeur physique qu'on suit qu'on utilise pour le suivi de cette réaction qui est la conductivité. Quelle est la relation entre la conductivité et l'avancement final, ou bien le taux d'avancement? Tout le reste, c'est des choses simples. Donc voilà les deux points essentiels. Donc on va aborder donc la correction de cet exercice avant de faire les suivants. Donc voilà l'équation de la réaction, HF plus H2O donne H3O plus F-. Donc voilà les données, conductivité ionique molaire de H3O plus et de F-, et vous avez sigma. On veut calculer l'avancement final, donc il faut toujours penser au tableau d'avancement. Donc vous avez HF plus H2O donne F- plus H3O plus. Vous avez un nombre de moles initial qu'on connaît de l'acide HF qui est 10⁻³ C fois V, ou bien N c'est déjà donné 10⁻³ moins X à l'équilibre, moins X équilibre et X équilibre. On nous donne sigma à l'équilibre. Donc il faut être capable, pour calculer X équilibre ou bien X final, c'est la même chose, il faut déterminer l'expression de sigma en fonction de X équilibre. C'est quoi la définition de sigma? Donc sigma, c'est la sommation des lambda I fois les concentrations des cations ou des ions qui interviennent en solution. Quels sont les cations et les anions? Vous avez H3O+, et vous avez F-. Donc sigma, c'est lambda fois la concentration de H3O+, plus lambda du fluor fois la concentration de F-. Or, d'après le tableau d'avancement, vous avez le même nombre de moles de F- et vous avez le même nombre de moles de H3O+. Donc ces deux concentrations sont égales. Donc je peux factoriser par H3O+, et vous avez lambda H3O+, plus lambda F-. C'est quoi la concentration de H3O+? C'est X équilibre sur V. Donc X équilibre sur V. Donc voilà, j'ai trouvé une relation entre la grandeur physique qu'on mesure et l'avancement. Donc à chaque instant, on mesure la conductivité, je peux déterminer X. Donc ça, c'est un instant T quelconque. À l'équilibre, bien sûr, sigma équilibre est égal à X équilibre sur V. Mais pour suivre la réaction, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure à chaque instant la conductivité, et connaissant ces deux-là, tout ça c'est des constantes, donc je peux déterminer X à chaque instant. Bien, pour calculer X équilibre, donc là où il faut faire attention, c'est ça, je le refais une deuxième fois, faites très attention. Pourquoi? Parce que le volume on le donne en litres. Or, comme j'ai dit, sigma, c'est Siemens par mètre. Donc, je ne dois pas mélanger les mètres et les litres.
Donc je dois transformer le volume en mètres cubes. C'est 10 moins 3 mètres cubes. D'accord? Voilà. Donc X équilibre, c'est sigma fois V divisé par la sommation de lambda I. Et dans l'application numérique ici, je voyais bien que j'ai le volume, je ne l'ai pas remplacé par un litre, mais par 10 moins 3 mètres cubes. Et je trouve exactement la valeur qu'on me propose. Donc la réponse, elle est vraie. Et c'est exactement le principe du suivi de la réaction par conductivité. C'est le tableau d'avancement. Essayez de trouver la relation entre sigma et X final. Une fois que vous avez la relation entre sigma et X final, on peut tout calculer. Bon, on nous dit est-ce que la constante d'équilibre s'écrit comme X final sur n moins X final au carré fois V. Bon, on va la calculer. C'est quoi la constante d'équilibre? Concentration des produits divisé par concentration des réactifs. Ça, c'est concentration d'H3 plus, parce que les deux sont égaux. HF, je reviens sur le tableau d'avancement. Donc ça, c'est X équilibre sur V. Ça, c'est N moins X équilibre sur V. En simplifiant par V, donc V carré sur V, ça vous donne 1 sur V. Et vous avez X équilibre sur N moins X équilibre. Donc, N elle est donnée, V elle est donnée. Donc voilà, j'ai déterminé exactement. Bon, là, final ou équilibre, c'est la même chose. Donc vous voyez, c'est exactement, c'est pas la même expression. Hein. Faites attention, ici il y a 1 au carré. Donc faites très attention. Donc ça, c'est des exercices de type concours. On vous donne une formule qui est très proche, mais il y a toujours quelque chose qui diffère. Donc la relation, elle est bien sûr celle qu'on nous propose, elle est fausse. Mais voilà la bonne expression de la constante d'équilibre. C'est X final au carré sur X final au carré moins sur V facteur de N moins X final. Donc connaissant aussi l'expression de X final en fonction de sigma, je peux écrire K en fonction de sigma. Bon, maintenant la valeur numérique de K, et là il faut faire très attention là aussi. Donc tout à l'heure on était obligé d'exprimer le volume en quoi? En mètres cubes, parce qu'on avait sigma. Là, la constante d'équilibre s'écrit comment? En fonction de X et de nombre de mol. Donc là, le volume, il faut le laisser en litres. D'accord? Il faut le laisser en litres et non pas en mètres cubes. Parce que là, c'est X final, c'est mol. Ça, c'est le nombre de mol. Nombre de mol. Donc, le volume, on doit le laisser en litres et on arrive à l'expression de Ka qui est 0,68 10 moins 3. Vous voyez là aussi on nous propose 0,68, donc c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse c'est 0,68 fois 10 à la puissance moins 3. Donc la réponse elle est fausse. Donc je résume. Donc dans les suivis de réaction par la mesure de sigma, faites attention. Donc l'idée c'est quand vous calculez sigma en fonction de X équilibre, donc ne pas oublier de transformer les volumes en litres. Par contre, dans le calcul de la constante d'équilibre, c'est un rapport de concentration et les concentrations ils sont exprimées en mol par litre. Ça c'est en mol par litre. Donc je dois laisser ici le volume en litres. Donc voilà pour le premier exercice. Donc on passe au deuxième exercice sur les piles. Donc on va revoir le principe de fonctionnement des piles. Donc on va utiliser la pile zinc plomb. On vous donne le volume de chaque électrode. Solution de concentration molaire Zn plus Pb2 plus 1 mol par litre. Et on vous donne l'équation de la réaction, on vous donne la constante d'équilibre et on va essayer de répondre à ces questions là. Par vrai ou faux bien sûr. La valeur de quotient de réaction est égale à 1. Le système évolue dans la transformation considérée, c'est-à-dire sens direct. Concentration à l'équilibre de Pb2 plus c'est 0. L'électrode de zinc et les électrodes positives, celle du plomb c'est là où se fait l'oxydation, la masse déposée du plomb c'est 0,207 g et la pile en fonctionnement est un système en équilibre. Donc j'ai déjà expliqué largement dans les vidéos précédentes le principe de fonctionnement d'une pile, donc je suppose tout le monde devrait être capable de répondre à ces questions là. Bien, donc voilà l'équation de la réaction. On va essayer de calculer la valeur de quotient de réaction à l'état initial. Donc le quotient de réaction c'est quoi? C'est la concentration de Zn plus divisé par la concentration de Pb2 plus. Le système solide n'intervient pas. Puisqu'on me dit j'ai la même concentration de Zn2 plus qui est égale à Pb2 plus à l'équilibre, c'est écrit dans l'énoncé. Donc ce quotient à l'état initial plutôt, donc ce quotient de réaction est égal à 1. Donc la réponse elle est
vrai. Le système évolue dans le sens inverse. Pour connaître où évolue le système, on compare tout simplement la quotient de réaction à la constante d'équilibre. Et si le quotient de réaction est plus petit que la constante d'équilibre, c'est l'évolution spontanée qui est favorisée. Donc la réaction va évoluer dans le sens 1, autrement dit le sens direct, et la réponse fausse. Lorsque l'équilibre est atteint, la concentration de Pb de plus c'est 0 mol par litre. Voilà une question de réflexion qui peut-être va vous poser un petit problème. Bien. Pour répondre, il faut savoir qu'est-ce qui se passe à l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire l'équilibre d'une pile? Autrement dit, ça y est, la pile, elle est usée, elle est en fin d'utilisation. Donc au cours de fonctionnement de la pile, regardez ici, quels sont les ions qui sont consommés. Les ions, c'est Pb2+. Quels sont les ions qui sont créés? C'est les Zn2+. Donc quand est-ce que la pile va être usée? Lorsqu'il n'y aura plus de cation Pb2+. Donc c'est la concentration de Pb+ va diminuer, celle de Zn2+ va augmenter. Et donc la fin de la pile, ou bien la pile va être usée s'il n'y a plus dans l'électrode de plomb de cation Pb2+. Donc à la fin de la réaction, qu'est-ce qu'on aura? On aura la concentration des Pb2+ va être égale à combien? Va être égale à 0 tout simplement. Donc la pile va être usée lorsqu'il n'y a plus de cation Pb2+. Voilà, lorsqu'il n'y a plus de Pb2+ en solution, autrement dit à l'équilibre, la concentration de Pb2+ est bien égale à 0. Donc la réponse, elle est vraie. Bien. La lame de zinc constitue l'électrode positif de la pile, c'est-à-dire la cathode. Donc pour savoir la nature de la cathode, il suffit de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de cette cathode. Et ça, toujours, on le déduit à partir de la réaction. Donc au niveau de l'électrode de zinc, quelle est la demi-équation qu'on a? Vous avez le zinc, il se transforme en Zn2+. Donc le zinc donne Zn2+, plus des électrons. Ça, c'est une équation qui correspond à l'oxydation. Pourquoi? C'est l'oxydant qui est à droite. D'accord? Donc le zinc s'oxyde, son degré d'oxydation passe de 0 à plus 2. D'accord? Et l'électrode où se passe l'oxydation, bien sûr, c'est quoi? C'est l'anode. Et non pas la cathode. Donc la réponse, elle est fausse. D'accord? Oxydation, anode. Je vous ai donné une façon de se rappeler. Les deux commencent par une voyelle. Oxydation, anode. Donc la réponse, elle est fausse. Donc la lame de plomb est le siège d'une oxydation. Là aussi, toujours d'après l'équation de bilan, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'électrode de plomb? Donc vous voyez, le Pb2+ se transforme en Pb. Donc il est réduit. Son degré d'oxydation passe de plus 2 à 0. Donc l'équation, cette équation-là, c'est une réduction. Voilà, parce que c'est le réducteur qui est à droite. Et qui dit réduction, dit cathode. Les deux commencent par une consonne. D'accord? Donc c'est une réduction et non pas une oxydation comme on propose. Donc la réponse, elle est fausse. Maintenant, je vais calculer la masse du plomb déposé. D'accord? Donc la pile est usée lorsqu'il n'y a plus de Pb2+ en solution. Donc à l'équilibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'équilibre, la variation du nombre de moles du plomb, ce sera quoi? Ce sera X max. D'accord? Ça veut dire quoi? Si vous faites le tableau d'avancement, au départ, le plomb, vous avez N0, à la fin, vous avez N0 plus X max. D'accord? Ça veut dire delta N, c'est quoi? C'est N0 plus X max moins N0. Et X max, c'est quoi? Quel est le réactif limitant? C'est Pb2+. Donc X max est égal au nombre de moles initial de Pb2+, qui est 0,1 mol. Voilà, je connais la variation du nombre de moles du plomb, et par définition, la variation du nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc c'est la masse déposée, et non pas la masse du plomb. C'est la variation de la masse en fait ici, c'est delta de M. Mais d'habitude, on note aussi petit m. Donc c'est à condition de comprendre qu'ici, petit m, c'est la masse déposée, c'est-à-dire l'augmentation de la masse de plomb. D'accord? Donc, petit m, c'est delta de n fois m, et je trouve 20,7 grammes. Vous voyez, on vous donne des valeurs très proches, mais ce n'est pas exactement les mêmes.
Donc la réponse, bien sûr, elle est fausse. Et la bonne réponse, c'est 20 grammes. 20 grammes, attendez, 0,1, voilà, c'est 20,7 grammes. Voilà, c'est 20,7 grammes. Bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, dernière question. La pile en fonctionnement est un système en équilibre. Bien sûr, c'est pas un système en équilibre, il est hors équilibre parce que pendant le fonctionnement, X varie. Donc, on n'a pas encore atteint l'équilibre. Donc, voilà la réponse aux questions, mais j'en profite pour vous faire une légère révision sur cette pile-là. Donc, c'est pas donné le schéma, j'ai donné ici le schéma du zinc plombe. Il suffit de savoir quel type de réaction se fait au niveau de chaque électrode. Donc vous voyez ici, il y a plusieurs façons pour les connaître. Soit on vous donne l'équation bilan, soit on vous donne la constante d'équilibre et on vous demande de calculer le quotient de réaction et vous allez déduire quel est le sens de la réaction, soit on vous donne les bornes, ici par exemple moins plus, et à partir des bornes vous devrez être capable de savoir quel type de réaction, parce que si on connaît la cathode, au niveau de la cathode vous avez réduction, au niveau de l'anode vous avez oxydation, donc je peux déduire les demi-équations et ainsi de suite. Donc on vous donne toujours un indice pour savoir où se déplacent les électrons. Donc là, on nous donne l'équation de bilan. Donc je sais qu'au niveau de l'électrode, j'ai Zn plus 2 électrons. Donc les électrons vont démarrer ici. Ça veut dire que le courant va se déplacer dans le sens inverse. Donc voilà la première chose. Juste à partir de cette équation, je sais que le courant circule dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que c'est cette électrode qui fournit les électrons. Donc voilà le sens de déplacement des électrons. D'accord? Voilà le sens de déplacement des électrons. Ça veut dire, c'est ça l'abord négatif, une charge de même signe se repousse pour se rappeler, et une charge négative va être attirée par une charge positive. Voilà, donc voilà la cathode et voilà l'anode. Donc cathode, réduction, anode, oxydation. Voilà, donc je peux déduire tout de suite les types de réaction, mais je les connais déjà. Donc ça c'est la réduction et ça c'est bien sûr l'oxydation. Ensuite, vous voyez ici que le zinc se transforme en Zn de plus, donc voilà, c'est la concentration de Zn plus augmente, alors que dans l'autre électrode, vous voyez les ions, les cations Pb de plus diminuent. Et c'est pourquoi c'est le Pb de plus qui va être le réactif limitant. Une fois qu'il n'y a plus de cations Pb de plus dans la solution, ça y est, la pile va s'arrêter de fonctionner et on atteint, c'est la fin de la réaction étudiée. D'accord ? Vous voyez pourquoi le Pb de plus est le réactif limitant, parce que c'est lui qui est consommé. Donc, une fois qu'il n'y a plus de cation Pb de plus, la pile va être usée. Et bien sûr, vous avez un porcelain, son rôle d'assurer l'électroneutralité de la solution. Ici, vous avez une augmentation des cations, donc il faut avoir des anions qui arrivent ici pour neutraliser ces cations. Ici, au contraire, vous avez une augmentation, vous avez une diminution des cations, donc il faut avoir des cations qui compensent la diminution de Pb de plus, par exemple NH4+. Bien, donc on passe à l'exercice 3. Donc dans l'exercice 3, on va s'intéresser à l'étude de deux acides, HNO et HOCl. Donc la première partie, je vous demande, tout le monde doit le faire correctement, parce que c'est la base. Pratiquement tous les exercices, vous avez cette partie-là qui est traitée. Donc écrire l'équation de réaction d'un acide avec l'eau, c'est des choses qu'il faut absolument savoir. Dresser le tableau d'avancement, exprimer la concentration en fonction de C et la concentration d'H3+, autrement dit en fonction de pH, c'est la même chose. Décrire la quotient de réaction à l'équilibre en fonction de C et de la concentration d'H3+, ou bien on pose la question autrement en fonction de C et de pH, c'est la même chose aussi. Et enfin exprimer en fonction de la concentration d'H3+ et de C, ou bien en fonction de pH et de C, le taux d'avancement de la réaction. Donc ça, c'est une partie très importante. Deuxième partie, on vous donne, on a effectué un ensemble de mesures de pH de deux solutions avec différentes concentrations. On vous donne le pH, concentration d'H3 au plus à l'équilibre, QR moins log de QR. Première question, c'est compléter ce tableau. Ensuite, calculer pour une même concentration molaire des deux acides, par exemple 10-3, le taux d'avancement. Et à partir de là, déduire
quel est l'acide qui va s'édocifier facilement dans l'eau. D'accord. Enfin, expliquer les résultats de ce tableau-là. Donc on va voir pourquoi ici vous avez la même constante d'équilibre, même si on change la concentration. Bien, donc voilà, donc on veut étudier par la mesure de pH métrique le comportement de deux acides, donc HNO2 et HOCl, ou A1H, A2H. Il crée l'équation de réaction d'un acide AH avec l'eau, peu importe lequel, celui-là ou celui-là. Donc les deux, vous voyez, on peut l'écrire AH avec A ici, c'est NO2. Ici AH avec A, c'est OCl. Donc dans le cas général, c'est A- plus H3O+. Tableau d'avancement, bien sûr, c'est HAH plus H2O en excès donne A- plus H3O+. Donc en cours de réaction, à l'état final, X équilibre, CV moins X équilibre, X équilibre, X équilibre. Toujours, remarquez ici que c'est toujours très important, et pour simplifier, que vous avez la même chose, X équilibre, X équilibre. Ça veut dire que la concentration de A- va s'écrire tout le temps en fonction de la concentration de H3O+. D'accord. Donc exprimer les concentrations des espèces chimiques en présence en fonction de C et de H3O+. Donc, vous voyez, donc, concentration de A- c'est directement concentration de H3O+. Et concentration de H est égale à C. Donc on les a exprimés en fonction de C et de H3O+. Et concentration de H, je peux l'écrire en fonction de l'équilibre. Donc ça c'est H0, concentration à l'état initial. Ce qu'on a dit à l'état d'équilibre, hein, à l'état d'équilibre. Donc la concentration de H à l'état d'équilibre, c'est N moins X équilibre sur V, ou bien CV moins X équilibre sur V. C'est le nombre de moles à l'état final, à l'équilibre de AH, d'après le tableau d'avancement, c'est CV moins X équilibre. Vous voyez qu'ici le volume va se simplifier, et va vous rester C moins X équilibre sur V. Or, ça c'est quoi? C'est tout simplement la concentration de H3O+. Donc ça me donne C moins la concentration de H3O+. Donc voilà, j'ai tout exprimé en fonction de H3O+, et de C. On déduire le quotient de réaction en fonction uniquement de H3O+, et de C. Donc là, A-, on a dit c'est H3O+, donc au carré. AH, on vient de montrer que c'est C moins H3O+. Donc, souvent on vous pose la question autrement, quel est le quotient de réaction en fonction de pH et de C? Il suffit de remplacer ici par 10 à la puissance moins le pH. Donc exprimer le taux d'avancement à l'équilibre en fonction de H3O+ et de C. C'est quoi le taux d'avancement? C'est X équilibre sur X max. Donc X équilibre, on le va déduire à partir de la concentration de H3O+, c'est V fois H3O+, X max c'est C fois V, et vous voyez bien que le taux s'écrit en fonction de H3O+ et de C, ou bien en fonction de pH et de C, c'est la même chose. Concentration de H3O+, c'est 10 à la puissance moins pH sur C. Vous voyez, connaissant le pH, je peux déterminer directement le taux. La même chose ici, connaissant le pH, je peux déterminer le quotient de réaction à l'équilibre. Bien, on nous dit maintenant de compléter ce tableau. Donc les valeurs qui manquaient, c'est celle-là et celle-là. Celle-là, c'est quoi? C'est la concentration de H3O+. Pour cette solution-là, je connais le pH. Donc la concentration, c'est 10 à la puissance moins pH. Vous faites 10 à la puissance moins 2,7, vous allez trouver 2 fois 10 à la puissance moins 3. Pour calculer le quotient de réaction, vous voyez, il s'exprime en fonction de concentration de H3+, on vient de la calculer, en fonction de C, elle est là, et en fonction, bien sûr, de H3+, on le connaît, donc je peux déterminer le quotient de réaction. Et je trouve exactement la même valeur, et donc moi, log, c'est la même valeur. Bien. Donc ça, c'est des choses de base. Maintenant, pour les mêmes concentrations des deux solides, des deux acides, de 1, 10, moins 3. Donc je viens sur le tableau, je cherche d'abord cette concentration. 1, 10, moins 3, c'est où? C'est ici. Donc voilà, je les mets en couleur. Pour cette concentration et pour celle-là. Donc il faut utiliser ce tableau-là. Donc les valeurs des taux d'avancement à l'équilibre de chaque réaction, de chaque acide avec l'eau. Donc quelle est l'expression de taux? On a dit, taux il s'exprime en fonction de H3+ et de C. Voilà. D'après ce tableau, je connaissais, qu'est-ce qu'il me manque? Concentration de H3+. Ils sont là.
Donc pour celui-là, c'est 7,110-6. Pour celui-là, 5-10-4. Donc je peux calculer taux. Donc taux, pour le premier, c'est 5-10-4 sur C. Et pour le deuxième, 7,110-6 sur C. Et je trouve 0,5 pour l'acide nitreux et 7,110-3. Et vous voyez que cet acide-là, il est beaucoup facilement dissociable dans l'eau par rapport à celui-là. C'est normal, c'est attendu. Pourquoi? Parce que c'est l'acide nitreux qui est le plus fort que l'acide hypochloreux. Comment on connaît que c'est l'acide le plus fort? Il suffit de revenir sur le tableau. Vous voyez ici un pH de 3,3, alors qu'ici le pH c'est 5,15. Celui qui a pH le plus petit, c'est l'acide le plus fort. Bien, donner la définition de la constante d'acidité. Donc la constante d'acidité d'un couple acide-base, c'est la constante d'équilibre qui correspond à la réaction de l'acide avec l'eau. Bon, on a fait plusieurs fois, donc c'est cette équation-là. Ensuite, le pKa, bien sûr, c'est moins log de Ka. Maintenant, question. Pourquoi on a trouvé des valeurs du QR équilibre la même pour les trois concentrations? Pourquoi, à votre avis? Bien sûr, si QR est la même, moins log de QR, ça va être la même aussi. Pourquoi? Même si on change les concentrations, bien sûr, taux va changer, la vitesse de réaction va changer, et la constante d'équilibre, elle est la même. Tout simplement parce que la constante d'équilibre ne dépend que de la température, d'accord? Et non pas des concentrations apportées. Donc, si on change les concentrations, si la vitesse de réaction va changer, par exemple, le taux d'avancement va changer, mais la constante d'équilibre, elle est la même. Voilà pour cet exercice. Donc je passe aux exercices sur les ondes. Donc, premier exercice, on nous demande de calculer lambda, de comparer le mouvement de deux points. Pour les ondes sonores, on nous demande de calculer la distance qui sépare deux échos consécutifs pour qu'il n'y ait pas chevauchement et de rappeler qu'est-ce que c'est qu'un milieu non dispersif. Et pour les ondes lumineuses, il s'agit d'un rappel d'exercice classique sur la diffraction. Bien. Pour les ondes mécaniques, qu'est-ce qu'on en donne? On donne la fréquence et on en donne la vitesse. Donc, comment exprimer lambda? Donc, je vous rappelle, tout simplement, il suffit de rappeler que la vitesse, d'une façon générale, c'est la distance sur le temps. Si la distance est égale à la période spatiale lambda, le temps est égal à la période temporelle. Donc, la vitesse, c'est égal à lambda sur t. Or, 1 sur la période, c'est la fréquence. Et donc, la vitesse, c'est lambda fois f. Bon, là, on a donc des unités internationales, donc il suffit de remplacer. Donc, lambda est égal à V sur F, et ça vous donne 0,08 mètres, ça veut dire 8 cm. Pour comparer comment évoluent deux points, il suffit de calculer quoi? Il suffit de calculer la différence ou bien la distance entre les deux points en fonction de lambda. Donc, si c'est un multiple de lambda, ils sont en phase. Si un multiple, la différence c'est lambda fois lambda sur 2, un multiple de demi-entier de lambda, bien sûr, ils sont en opposition de phase. Donc je calcule xb moins xa en fonction de lambda, et vous faites 40 moins 16, ça vous donne 24 cm. 24 cm, c'est 3 fois 8, donc c'est 3 lambda. Donc xb moins xa, c'est n lambda, donc les deux sont en phase. Voilà pour l'exercice des ondes mécaniques. Pour les ondes sonores, qu'est-ce que c'est qu'un milieu non dispersif? Ça veut dire quoi, un milieu dispersif ou bien un milieu non dispersif? Un milieu non dispersif, ça veut dire tout simplement la longueur d'onde, l'indice de réfraction ne dépend pas de la vitesse, ne dépend pas de la vitesse ne dépend pas de la fréquence. Donc la fréquence, elle est, ou bien toutes les longueurs d'onde se propagent avec la même vitesse. Ça, c'est un milieu dispersif. Donc un milieu non dispersif, lorsque la célérité d'une onde en propagation dans ce milieu ne dépend pas de la fréquence. Donnez-moi un exemple d'un milieu non dispersif, c'est le vide. Dans le vide, toutes les fréquences se propagent avec la même vitesse. Donc célérité, c'est la même vitesse. Un milieu qui est dispersif, c'est le verre. Le verre, par exemple, c'est quand vous utilisez le prisme, ça c'est un milieu dispersif. Vous avez la lumière blanche qui arrive ici, qui contient plusieurs fréquences.
comme le vert est un milieu dispersif, la vitesse va changer suivant la fréquence. La fréquence du rouge n'est pas la même, la fréquence de la couleur bleue n'est pas la même que la fréquence du jaune. Donc chaque fréquence va avoir une vitesse différente et donc chaque fréquence va avoir un indice de réfraction différent et donc va avoir une déviation différente. Et c'est ce qu'on appelle la dispersion. Donc l'onde va se disperser. Donc je reprends un milieu est dispersif lorsque la vitesse dépend de la fréquence. Et par conséquent, un milieu non dispersif, vous faites la négation, un milieu non dispersif lorsque la célérité ou bien la vitesse de l'onde ne dépend pas de sa fréquence. C'est l'exemple du vide. Le vide, c'est un milieu non dispersif. Le vert, c'est un milieu dispersif. Bien. Quelle doit être la durée maximale de l'émission pour que le front d'onde réfléchi ne se superpose pas avec l'onde émise? Voilà une question importante. Donc on vous dit, les chauves-souris veulent repérer un insecte qui se tient à une distance de 3,5 mètres et on suppose les deux sont fixes. Donc j'ai ici schématisé la chauve-souris par ce symbole et voilà l'insecte. La distance entre les deux c'est x. Le principe des chauves-souris, c'est le principe du radar. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un écho, il va être réfléchi par l'insecte et en mesurant le temps entre l'émission et la réception de l'écho, il a une idée sur la position de l'insecte. Bien. Maintenant, il va émettre un premier écho. Et pendant que cet écho est parti, il va émettre un deuxième. Et on vous demande quoi? Donc, quand le premier va être réfléchi, supposons qu'il a émis un deuxième, avant la réception du premier, les deux vont chevaucher. Il va y avoir un chevauchement de deux échos. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la durée maximale entre deux échos pour qu'il n'y ait pas chevauchement, pour que les deux ne se superposent pas? Donc voilà. Donc, il va émettre un écho. Donc l'écho va partir. Hop. Il va être réfléchi. Il va revenir. Une fois qu'il est reçu par la chauve-souris, il peut émettre un deuxième. Sinon, s'il a émis ce premier et il a émis un deuxième pendant que celui-là fait ce trajet-là, vous allez avoir un chevauchement des deux échos dans le trajet. Donc, quel est le temps maximal entre deux échos? Donc, tout simplement, la durée maximale de l'émission, c'est le temps mis par l'onde pour faire un aller-retour. Ça veut dire pendant que cet écho va faire ce voyage-là, il ne faut pas que le chauve-souris émet un deuxième écho. C'est la condition pour qu'il n'y ait pas un chevauchement de deux échos. Donc la durée, c'est bien sûr la durée nécessaire pour faire ce trajet qui est de D. Donc T, c'est 2D sur V. Et vous faites l'application numérique, ça vous donne 20 millisecondes. Donc si il a émis un écho, et s'il a attendu 20 millisecondes avant d'émettre un deuxième, c'est sûr que cet écho-là ne va pas chevaucher avec un deuxième écho. Par contre, s'il a émis cet écho, par exemple, un instant T0, ensuite il attend 10 millisecondes, c'est-à-dire inférieur à T, il a émis un deuxième. Donc, pendant la réflexion de ce premier, vous allez avoir propagation du deuxième, et donc les deux vont chevaucher. Il va y avoir un phénomène peut-être de diffraction des deux ondes. Bien, revenons à la troisième partie, c'est les ondes lumineuses. Donc, les ondes lumineuses, ils sont basées sur ce diagramme qu'il faut connaître par cœur. Donc voilà, des fois on vous change juste les notations. Par exemple ici on a noté la largeur de la tâche centrale de petit t, la distance c'est grand t et l'angle θ. D'accord? Donc voilà, faites attention, la figure de diffraction lorsqu'elle est verticale, ça veut dire la fente elle est horizontale, et lorsque la fente de diffraction est horizontale, la fente elle est verticale. Donc voilà la figure de diffraction et à partir de laquelle on peut répondre facilement à toutes les questions, exprimer l'expression de θ en fonction de petit d et grand d. Donc il faut penser à tangente θ bien sûr. Donc tangente θ est égale à petit d sur grand d qui est de l'ordre de θ puisqu'on vous dit θ est petite. L'écart angulaire entre θ et lambda, c'est la seule relation qu'il faut retenir. Voilà, je l'ai noté ici, θ égale, donc ça c'est θ égale à 10 sur d, c'est pas celle-là, c'est θ égale à lambda sur a, c'est la seule relation qu'il faut retenir. Celle-là on l'a déduit à partir de la figure. Et en combinaison les deux, on détermine la relation de base qui exprime la diffraction. Lambda est égal à petit d fois a sur grand t. Vous voyez que si on augmente par exemple petit a
D diminue. Si j'augmente lambda, A augmente. Si j'augmente lambda, D augmente. Vous pouvez déterminer tout à partir de cette relation-là. Et on vous donne une application numérique. Chose bien sûr, l'expert vous a fait différentes unités en millimètres, celui-là en mètres, celui-là en centimètres. Bien sûr, il faut tout transformer en mètres. Et le résultat, c'est en micromètres. Donc voilà pour les ondes. Donc, je passe à l'exercice sur le projectile. Donc là, je l'ai choisi exprès parce que on va parler cette fois-ci de chute libre, mais un objet qui est lancé vers le haut. Les questions classiques, équation différentielle de la vitesse, résoudre cette équation, déduire le temps, exprimer le temps T1 du changement de phase, c'est-à-dire là où la balle va monter, ensuite il va descendre, quel est le temps où la montée est terminée en quelque sorte, déterminer l'équation horaire, ensuite exprimer V0 en fonction de H et de G. Exercice très classique qu'il faut absolument savoir pour la chute libre. Bien. Donc voilà le schéma. On vous dit l'axe OY, faites attention, souvent on l'appelle Z, il se peut qu'on l'appelle X, peu importe son nom. Donc la vitesse initiale c'est V0, on a lancé l'objet avec une vitesse initiale non nulle, l'origine est pris ici à t égale à 0. Ensuite, question bien sûr, déterminer l'équation différentielle vérifiée par V de Y. Donc il faut penser bien sûr à la deuxième loi de Newton. Donc toujours quel est le système étudié, quelles sont les forces appliquées, et deuxième loi de Newton, bien sûr la force appliquée c'est le poids. Le poids c'est toujours dirigé vers le bas, donc pendant la montée ou bien pendant la descente, peu importe. Et deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à M gamma ou bien MA, donc A est égal à G. Donc ça c'est l'équation générale indépendamment de l'orientation des axes. Maintenant, il faut projeter cette équation sur l'axe qu'on vous donne. Là, on nous donne un axe orienté vers le haut. Donc, la projection de G, c'est moins G fois J. Par contre, A, elle est toujours A suivant J. Peu importe l'axe, vers le haut ou vers le bas. Parce que A, ici, c'est une mesure algébrique. C'est la projection de l'accélération sur l'axe G. Bien. Donc, A, c'est moins D de V, moins G. Donc, est égal à... Et A par définition c'est D de V sur D de T. Donc voilà l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. D de V de Y sur D de T est égal à moins G. Ou si vous voulez ça c'est A à Y plus exactement. Mais on va le laisser A. C'est juste des notations. D'accord. Donc A a pour composante AX, AY, AZ. Peu importe l'orientation des axes. Donc ce sont les composantes de la projection. De l'accélération. Alors que ici c'est la projection de l'accélération sur l'axe J. Ça c'est la composante ou les coordonnées de l'accélération dans le repère étudié. Et bien sûr AY peut être positif comme il peut être négatif. Bien, résoudre cette équation, donc là il suffit d'intégrer, donc l'intégrale de moins G c'est moins G fois T plus une constante, et à T égale à 0 bien sûr, faites attention ici, V n'est pas égal à 0, donc la constante ça sera V0, donc V de Y c'est moins G fois T plus V0. Bien. On déduit que le mouvement de la balle comporte deux phases, une phase de montée et une phase de descente. C'est normal puisque la vitesse elle est moins G fois T plus V0. Donc la vitesse va diminuer. C'est une équation fonction décroissante. Puisqu'il diminue, à un certain moment, il va s'annuler. Et quand la vitesse s'annule, c'est la fin de la phase de la montée. Et on aura une phase de descente. Donc, vous avez deux phases et la fin de la montée, on va le noter l'instant T1. Et cet instant T1, comment on dit de déterminer. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'instant T est égal à T1? La vitesse va être égale à quoi? Va être égale à 0. Donc, V de Y égale à 0. Donc, je déduis que T1 égale à V de G sur G. Bien. Donc, voilà, vous avez une phase de montée. Et à l'instant T1, la vitesse va être égale à 0. Et la balle va redescendre sur terre. J'ai mis ici une courbe qui peut être une autre question. Souvent, faites attention, il se peut par exemple dans la chute libre, on vous donne une courbe V en fonction du temps. Et vous voyez bien que V en fonction du temps, c'est une droite de pente négative. Et à partir de cette droite, par exemple, on peut vous demander quelle est la valeur de V0. Donc il suffit d'aller sur la courbe, T égale à 0, ce point c'est V0. Et à partir de la pente, je peux déterminer G. Donc voilà, ça c'est une question supplémentaire.
Bon, pour déterminer l'équation horaire, toujours on intègre l'équation différentielle de V de Y qui est d de Y sur d de t. L'intégrale de t c'est t carré sur 2. L'intégrale de V0 c'est V0 fois t plus une constante. Or à t égale à 0, bien sûr, on a ici Y égale à 0. Donc l'équation différentielle c'est 1 demi gt carré plus V0 fois t. Dernière question, exprimer V0, la valeur de V0 en fonction de H et de G. Donc je vais proposer deux méthodes. Donc la première méthode c'est la suivante. Gy égale moins 1 demi gt carré plus V0 fois t. Si bien sûr y est égal à H, pardon, voilà, si y est égal à H, t est égal à T1. Donc je remplace tout simplement, si z est égal à H, c'est la fin de la montée. À cet instant-là, t est égal à T1, qu'on a déjà calculé. Donc je remplace tout simplement ici y par H, t par T1, et je trouve V0 au carré sur 2G. Voilà une deuxième méthode qui est basée, donc V0 au carré est égal à 2G fois H, donc V0 c'est racine carrée 2G fois H. Vous avez une deuxième méthode qui est basée sur l'étude énergétique. Donc on va calculer, puisqu'il n'y a pas de frottement, donc vous avez conservation de l'énergie entre l'état initial et l'état T1, T égale à 0 et T égale à T1. À T est égal à 0, l'énergie est comment? Donc, puisque V0, ici c'est l'origine de l'énergie potentielle, donc l'énergie mécanique, il est purement énergie cinétique, 1 demi mv carré. Et à T est égal à T1, la vitesse il est nulle, l'énergie cinétique il est nulle. Donc par contre, ici l'énergie mécanique, il est purement une énergie potentielle. Donc il suffit d'écrire l'énergie cinétique initiale est égale à l'énergie potentielle finale. Ça veut dire 1 demi V0 carré est égal à mgh. Vous simplifiez par m et vous trouvez tout de suite V0 carré égale à 2G fois H. Donc voilà pour la chute libre. Donc je passe à l'exercice sur l'électricité. Bon, ça c'est un ancien exercice. C'est un exercice que j'ai tiré d'un ancien baccalauréat que j'ai pas traité dans les sujets précédents. Je crois, il me semble, c'est l'examen 2013 mais de sciences maths, mais qui est très probablement fait bien sûr facilement par les élèves de SVT et de sciences physiques. C'est un exercice classique. Donc on vous demande de déterminer l'équation différentielle vérifiée par I de R dans ce circuit RL, de vérifier qu'au taux à la dimension d'un taux, et qu'à partir de cette courbe, voilà la question intéressante, et c'est être capable de déterminer petit r et de L. Ensuite on va ajouter une résistance R', le condensateur qui est chargé, on va étudier le circuit RLC libre, parce qu'il n'y a pas de générateur. Quel est le régime obtenu, donner l'équation différentielle, calculer l'inductance à partir de la pseudo-période, calculer la variation de l'énergie entre deux instants quelconques. Ensuite, pour compenser la diminution de l'énergie, on va ajouter une source de tension externe. Quelle est l'équation différentielle vérifiée une fois qu'on a inséré cette source? Et quand on règle K, on obtient un régime oscillatoire. Et à partir de ça, on vous demande de retrouver la valeur de petit r. Donc vous voyez, c'est un exercice très classique là aussi qu'il faut absolument être capable de le faire de A à Z. Bien, donc je pense l'électricité, j'ai déjà largement traité ce sujet sur la chaîne. Moi, ceux qui ont encore des difficultés peuvent encore suivre également, bien sûr, cette solution. Donc la première chose dans un circuit RLC, c'est d'indiquer les tensions par des flèches. Voilà le sens du courant. Donc la flèche pour les dipôles doit être toujours dans le sens opposé au sens du courant, et pour le générateur, c'est dans le même sens du courant. Écrire bien sûr la loi d'additivité de tension. Ici vous avez E est égal à quoi? Est égal à U de R plus I de L. Bon, U de R c'est RI, I de L ici c'est une bobine réelle, donc il possède une résistance interne, donc c'est RI plus LD de I sur D de T. La question c'est quoi? C'est de tout exprimer en fonction de I et de R. Donc je dois exprimer le courant en fonction de I de R, donc I c'est I de R sur R. Après il suffit de remplacer dans l'équation différentielle, et je pense que tout le monde sera capable facilement de trouver ça. Bien, donc par analogie avec l'équation taux d de UR sur d de t plus U de R égale à A, on va déduire. Donc voilà ce qu'on a obtenu. On nous donne cette forme là, donc il suffit de faire l'analogie entre ces deux équations
Taux, c'est le coefficient de d sur d de t, donc taux est égal à L sur grand R plus petit r, et A, c'est le terme qui est dans le deuxième terme de l'équation différentielle, donc c'est grand R fois E sur grand R plus petit r. Bon, la dimension de taux, je l'ai expliqué plusieurs fois, vous avez deux méthodes. Bon, la méthode générale, c'est L est égal à quoi? Est égal à une tension fois un temps divisé par un courant, donc volt seconde sur ampère. Taux, c'est quoi? C'est L sur R. Donc taux est égal à volt seconde sur ampère divisé par une résistance qui est le ohm. Or le volt, la loi d'Ohm U égale à RI, donc volt c'est ohm fois l'ampère. Donc je remplace le volt par ohm ampère sur le volt en simplifiant par le volt, il me reste seconde. Mais vous avez une deuxième méthode très rapide, j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, c'est à partir de l'équation différentielle. Donc ça c'est à la dimension de quoi? À la dimension d'une tension, parce que ce terme c'est plus une tension. Donc ça c'est une tension, c'est quoi? C'est la dimension de taux fois une tension sur taux. Vous simplifiez par les tensions et vous avez taux sur temps est égal à 1. Donc la dimension de taux c'est un temps. Vous avez deux façons de répondre. Comment déterminer, voilà la question intéressante, comment déterminer petit r et L à partir de la courbe U de R en fonction du temps. Toujours dans les courbes, pensez soit à l'état initial, soit au régime permanent. Donc là, il faut aller tout de suite vers le régime permanent. Voilà le régime permanent. Voilà. Donc au régime permanent, vous avez U de R égale à 10. Et tout va être déterminé à partir de cette valeur-là. Donc, que devient l'équation différentielle lorsque U en régime permanent? En régime permanent, U de R égale à une constante. Donc ce terme égale à 0. Donc vous avez tout de suite U de R égale à A, qui est égal à grand R sur grand R plus petit r fois E. Vous voyez, connaissant E, connaissant A, qui est le régime permanent, connaissant grand R, je peux déterminer petit r. Donc j'ai grand R fois E sur grand R petit r est égal à 10 d'après la courbe. Donc grand R plus petit r égale à R fois E sur 10. Donc petit r est égal à R fois E sur 10 moins grand R. Je fais l'application numérique et je trouve 8,4 ohms. Bien. Maintenant, je peux déterminer aussi à partir de la courbe taux. Donc là, la tangente n'est pas tracée. Et comme je dis souvent, si la tangente n'est pas tracée, le mieux c'est de calculer 0,63 fois U max. Et 0,63 fois 10, ça vous donne 6,3. Donc c'est à peu près ici. Vous faites la projection et ça vous donne taux est à peu près égal à 6, taux égal à 4 millisecondes plutôt. Donc 4 millisecondes. Donc faites attention aux unités. Voilà. Enfin, connaissant taux bien sûr, connaissant grand R et petit r, je peux déterminer L. Donc L c'est taux facteur de grand R plus petit r. Faites l'application numérique. Bien sûr, ne pas oublier de transformer les millisecondes en secondes et ça vous donne 0,2 Henri. Bien. Maintenant, deuxième expérience, une fois que le condensateur est chargé, on va insérer une résistance R'. Et donc vous avez ici quoi? Un circuit RLC en régime libre. Pourquoi on l'appelle régime libre? Parce qu'il n'y a pas de générateur. Bien. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par I de C. Toujours tout de suite, d'abord indiquer les tensions en convention récepteur. Voilà le sens du courant. Donc la tension au bord du condensateur est dans le sens inverse. C'est la même chose pour U de L. Donc le courant il vient là. Donc vous voyez dans le sens inverse, dans le sens inverse. Donc vous avez quoi? Vous avez cette tension plus celle-là. Je suis toujours dans le même champ, le même sens, plus U de C égale à 0. Donc la loi d'additivité me donne U de R' plus U de L plus U de C égale à 0. U de R' c'est R' fois I. Bon, il n'y a pas de souci. Plus R' fois I plus U de C égale à 0. Toujours I de C, bon ça vous le connaissez maintenant par cœur, c'est Q sur C. Et I, c'est C fois D de IC sur D de T. Donc je peux remplacer I de C par Q sur C. Voilà. On me dit d'exprimer la tension vérifiée par I de C, donc c'est là je la laisse bien sûr. R' fois I, donc c'est R' fois C D de IC sur D de T. Et D de I sur D de T, ça va me donner C D carré de IC sur DT carré. Donc je remplace et j'obtiens cette équation différentielle. Donc vous voyez, il y a c'est I seconde plus un terme où la dérivée première intervient. Et c'est ça le terme qui est responsable de l'amortissement. Bien.
En admettant que la pseudo-période est égale à T0, déterminez la valeur de l'inductance. Bon, ici, souvent, on vous dit quel est ce régime. Donc, vous voyez bien que l'amplitude diminue. Donc, c'est ce qu'on appelle un régime pseudo-périodique. D'après la courbe, c'est quoi la période? Ici, vous avez P sur 5. Donc, ici, vous avez deux fois cette valeur-là. Donc, faites attention ici. J'ai P sur 5. Donc, ensuite, je vais ici, pardon, là. Là, j'ai 2 fois P sur 5. Là 3 π sur 5, là 4 π sur 5 et ainsi de suite. Donc la période c'est 2 π sur 5 en millisecondes. Or la période d'un circuit RLC c'est 2 π racine de LC. Donc je peux déterminer L et je trouve exactement la même valeur que tout à l'heure. Donc ça me rassure. 0,2 Henri. Maintenant on détermine l'énergie perdue par effet Joule dans un circuit. Donc toujours l'énergie perdue par effet Joule dans un circuit. Toujours on vous donne des temps où l'énergie soit elle est purement électrique, soit elle est purement magnétique pour simplifier. Donc T égale à 0, vous voyez que UC est maximal. Donc Q est maximal, donc le courant il est nul. Donc l'énergie il est purement électrique. 3T sur 2. Donc j'ai T, voilà la période T ici. Ici c'est T sur 2. Donc T sur 2. Donc 3T sur 2 c'est 1,5T. Donc voilà T et j'ajoute un T. Donc c'est ce temps-là. Donc voilà le temps 3T sur 2. 3 périodes. 3T sur 2 ça veut dire 1,5T. Donc voilà T et j'ajoute T sur 2. Donc vous voyez là aussi que Q est maximal. Donc le courant aussi il est nul. Donc dans les deux temps le courant il est nul. Donc l'énergie elle est purement électrique. C'est ce qui est important. Après l'énergie électrique, vous allez déterminer à partir de la courbe la valeur de UC, c'est cette valeur-là, et cette valeur-là, connaissant C, bien sûr, on peut déterminer l'énergie. Donc l'énergie, c'est 1 demi C UC au carré, et la variation de l'énergie, c'est 1 demi C fois UC à T égale à 3T sur 2, moins UC0, et ça me donne moins 0,8, 10 moins 6, quoi, joule. Donc l'unité, bien sûr, va diminuer, il y a une perte d'énergie, et cette perte, l'interprétation, c'est la perte due aux effets Joule qui sont produits au niveau de la réaction R'. Bien, déterminons maintenant l'équation différentielle vérifiée par Q de T si on ajoute une résistance R' ici. Donc là, c'est les pertes par effet Joule, pardon, il n'y a pas encore R' ici, perte par effet Joule de la résistance petit r, parce qu'on a une bobine réelle. Hein, d'accord, faites attention ici, c'est les pertes dues aux effets Joule liés à la bobine qui n'est pas idéale. Maintenant, on va insérer une résistance R' et on nous demande de déterminer l'équation différentielle vérifiée par I de C. Donc, c'est la même que tout à l'heure, il suffit d'ajouter R' fois I. Donc voilà, on ajoute, déterminons l'équation par Q de T. Pardon. Je reprends là. Ah, là, c'est les pertes lues par effet Joule parce que j'ai pas fait attention. Donc ça, c'est lié, bien sûr, c'est les pertes toujours par effet Joule, mais au niveau de R', parce que là, on étudie le circuit où il y a R' et L. Hein, donc les deux. D'accord. Donc c'est les pertes par effet Joule liées aux résistances qui sont R' et la résistance interne. Pardon. Bon, maintenant, ce qu'on fait en fait, c'est toujours R' LC, mais on ajoute un générateur. U de G est égal à K fois I. D'accord. Et on nous demande de réécrire l'équation différentielle vérifiée par Q de T. Donc c'est la même que tout à l'heure, il suffit, à la place de 0, vous mettez égal à I de G. C'est tout simplement, à la place de égal à la somme des tensions égale à 0, cette fois-ci la somme des tensions est égale à K fois I. Bien. Et comme I de C est égal à Q sur C, je trouve tout de suite l'équation différentielle vérifiée par Q. Voilà, on peut l'écrire sous cette forme-là en divisant par L. Et maintenant, on nous dit on va régler la valeur de K pour que ce terme soit nul. Ça veut dire quoi? Pour que le terme de la dérivée première de Q soit nul. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'amortissement si ce terme est nul. Voilà, donc on ajuste la valeur de K pour obtenir des oscillations électriques harmoniques et pour, autrement dit, un régime périodique. Et pour qu'il y ait un régime périodique, il faut que ce terme soit nul. D'accord? Voilà, donc ce terme il est nul quand est-ce que quand R' plus petit r est égal à K. Donc ce terme il est nul si et seulement si R' plus petit r est égal à K. Donc vous voyez comment on fait, on introduit un générateur, on essaie de varier la tension de ce générateur jusqu'on obtient un régime oscillatoire. Et dans ce cas-là,
bien sûr, j'ai R' plus petit r égale à K. Donc, je peux déduire la valeur de petit r et je trouve exactement 8,K que j'ai déjà trouvé par la première expérience. Donc, ça rassure pour la suite. Bien, on passe au dernier exercice que je vais faire très rapidement. Donc, c'est le nucléaire. Bon, les questions premières sont des questions classiques, constitution d'un noyau, l'énergie de liaison, l'énergie de liaison, bon, la fission, quelle est l'énergie libérée par un noyau. Ensuite, on va s'intéresser aux désintégrations du noyau du césium et je vais m'intéresser juste à deux questions, les deux dernières questions. Mais je vous donne la solution d'une façon globale. Bon, ça, c'est des questions que j'ai largement traitées dans la vidéo qui traite tous les examens sur le nucléaire depuis 2008 jusqu'à 2019. Bien, donc, composition du noyau, donc vous voyez 92 protons et 238 moins 92 neutrons. L'énergie de liaison, c'est delta de M, C carré. D'accord, donc delta de M c'est 92 protons plus 143 neutrons moins la masse de l'uranium. L'énergie de liaison c'est quoi? C'est l'énergie qu'il faut fournir au noyau au repos pour les dissocier. Donc tout ça c'est largement étudié. La fission de l'uranium c'est déterminer XY, il suffit d'utiliser la conservation de A et la conservation de Z. Vous avez 92 égale 50 plus 0 égale 54 plus Y plus 3 fois 0 plus 0. Donc je détermine Y. Et pour A, vous avez 235 plus 1 égale à X plus 94 plus 3. Et ça vous donne X égale à 139. Quelle est l'expression de l'énergie libérée par la fission d'un seul noyau? C'est delta de M, C carré. D'accord? Donc delta de M, c'est le défaut de masse de cette réaction. Donc la masse de xénon plus la masse de strontium plus 2 fois la masse du neutron. Ici, bien sûr, moins la masse de l'uranium. Pourquoi 2 fois? Parce que 3 moins 1, ça vous donne 2. Bien, donc l'énergie de liaison, vous avez deux façons de le calculer, soit delta de M fois C carré delta M en unité de masse atomique, et dans ce cas-là, si delta M en unité de masse atomique, on multiplie par 931,5 et les résultats, l'unité c'est mégaélectronvolt, ou bien vous utilisez delta de M en kilogramme, c'est en mètres par seconde, et le résultat en joule. Vous avez fait attention aux unités. Donc si delta de M est en unité de masse atomique, on multiplie juste le défaut de masse en unité de masse atomique multiplié par 931 et l'unité c'est mégaélectronvolt. Sinon, si on utilise les unités internationales, c'est-à-dire la masse en kilogrammes, c'est en mètres par seconde, l'unité c'est le joule. Bien, on va s'intéresser à la dernière partie, la désintégration du césium. Donc voilà l'équation de désintégration. Donc il va donner le baryon dans un état excité et le baryon va émettre un photon gamma pour revenir dans l'état fondamental. Bon, je ne sais pas cette partie, est-ce qu'elle est traitée ou pas dans le baccalauréat encore. Bon, la demi-vie, bien sûr, c'est la durée au bout de laquelle la moitié de noyaux initiaux se sont désintégrés. Donc, maintenant, on va les traiter en termes de masse. Donc, l'expression de la masse à un instant t qui reste à l'instant t, c'est m0 exponentielle moins lambda t. Si t est égal à 1,5, bien sûr, m de t, c'est m0 exponentielle moins lambda t 1,5. Lambda t 1,5, c'est log de 2. Et exponentielle moins log de 2, c'est m0 sur 2. Pour n fois t 1,5, c'est m0 exponentielle moins lambda fois n t 1,5. Lambda t 1,5, c'est log de 2. Et exponentielle moins n log de 2, c'est exponentielle log de 2 puissance n. Et exponentielle moins x, c'est 1 sur x. Donc c'est m0 sur 2 puissance n. Donc ça, j'ai déjà expliqué aussi plusieurs fois. Maintenant, question importante, quelle est la durée approximative au bout de laquelle la masse restante est égale à 0,1%? D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est dommage, j'ai déjà la solution. Donc, m de t est égal à quoi? Est égal à 0,1%. Ça veut dire quoi 0,1%? C'est 0,1 divisé par 100. Ça veut dire 0,1 10 moins 2 m0. Donc, j'ai m de t est égal à m0 sur 1000. D'accord? Comment j'ai déterminé ce temps-là? Maintenant, il suffit de comparer ceci parce qu'on vous dit en déduire. Donc, il faut utiliser la relation qu'on vient de démontrer. Donc, j'ai m de t, c'est m0 sur 1000. J'ai m de t est égal à m0 sur 2 puissance n. Donc, 2 puissance n égale à 1000. Donc, je dois chercher n pour lesquels
2 à la puissance n égale à 1000. Donc j'applique le logarithme, n log de 2 est égal à log de 1000. Donc n égale à log de 1000 sur log de 2, c'est à peu près 10. Donc petit n égale à 10. Ça veut dire ce temps quoi? Le temps que je cherche, c'est 10 fois t1 demi. Vous voyez, une autre façon de calculer t d'une façon très simple. D'accord? J'applique la relation m de t est égal à un instant n fois t1 demi, c'est m0 sur 2 puissance n. On me dit que m de t c'est m0 sur 1000, le temps au bout duquel la masse restante est égale à 1% de la masse m0, c'est-à-dire m0 sur 1000. Ça veut dire tout simplement, je pose 2 puissance n égale à 1000 et je trouve n c'est à peu près 10. Donc au bout de 10 périodes, la masse du césium qui reste c'est la masse initiale divisée par 1000. Donc voilà pour ce voyage au cours du programme du premier semestre. Donc je vous souhaite très bonne préparation. Essayez de travailler maintenant vraiment modérément, revoir essentiellement vos cours et travailler surtout les derniers examens du baccalauréat. Et je suis sûr vous allez avoir de très bonnes notes, Inch'Allah. À très bientôt.